Bienvenue sur Glow Your Life, le podcast inspirant pour oser vivre ses rêves. Nous parlerons ici de yoga, de mindset, de la vie en général. Si vous souhaitez en savoir plus sur mes formations de yoga, mes coachings, je vous invite à me retrouver soit sur mes réseaux sociaux Coraline Glow ou bien sur mon site internet coralineglow.com. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Glow Your Life. Aujourd'hui, je suis ravie d'être accompagnée de Noémie. Donc Noémie, c'est une personne que j'ai rencontrée il y a des années en arrière. Je crois que on avait 19 ans. On s'était rencontrés à notre job d'été aux pêches d'Ille-sur-Tête et depuis, on est toujours restés en contact avec des années où plus proches, moins proches. Et Noémie, c'est une personne qui gravite autour de moi depuis mes 19 ans et qui m'inspire tout le temps. Quand j'ai des moments qui sont difficiles, je repense à elle, à son parcours, parce qu'elle est maman de 3 enfants. Elle va se présenter et sa vie, en fait, m'inspire. C'est une femme qui m'inspire et je me suis dit qu'elle avait toute sa place sur Glow Your Life et que si elle m'inspirait, que si elle me reboostait, elle pourrait aussi vous rebooster. Salut Noémie. Salut, mais quelle présentation, merci. Ben oui, mais c'est la vérité. Tu fais partie des femmes qui m'inspirent et tu es un modèle pour moi, même si on n'a pas du tout la même vie, même si on est très différentes sur plein de choses. Tu fais partie de... Ouais, même si on s'en va pas des messages tous les jours, ni toutes les semaines, ni tous les mois, je sais que je peux t'envoyer un message, tu répondras et que tu restes proche de moi. Oui, puis on se comprend beaucoup dans notre vie, même si on Oui. a une vie différente. Donc pour me présenter, je m'appelle Noémie, je suis mariée à Sébastien depuis maintenant 10 ans. Ça fait exactement 17 ans qu'on est ensemble. J'ai 34 ans. J'ai 3 enfants, Mathilde qui a 8 ans et demi et 2 garçons, Pierre et Louis, qui sont frères jumeaux et qui ont 7 ans. Et un petit chien qu'on a adopté il n'y a pas très longtemps, Rouma, qui a 2 mois et demi. Donc on revient dans l'éducation qui est différente de l'enfant, mais tout de même, ça demande quand même beaucoup d'attention et d'éducation au quotidien, en tout cas pour les premiers mois. J'habite à Montréal, au Canada, depuis bientôt 2 ans. Et puis j'étais à Toulouse précédemment. Et puis j'ai bougé un petit peu de ci, de là pendant quelques années. Super. Et en fait, voilà, je voulais te faire venir sur le podcast parce que tu as fait énormément de choses en... Alors, on a à peu près le même âge, peut-être 91, je sais plus. En 90. Ah bah pareil, oui, tout pareil, mais juste quelques mois d'écart, je crois. Oui, c'est Et ça. donc, en fait, ton parcours, nous, quand on s'est connus, donc on avait à peu près 19 ans, je crois, par là. Donc, on Oui. s'est connus aux pêches. Est-ce que toi, tu peux me rappeler ton parcours je crois que tu as travaillé dans l'hôtellerie et puis ensuite tu es parti un peu à Bora Bora. Enfin, tu peux nous expliquer un peu tout ça? Donc pour revenir sur mes études, j'ai eu mon bac techno hôtellerie-restauration en 2008. Ensuite, j'ai fait un BTS, toujours hôtellerie-restauration, option gestion et marketing hôtelier que j'ai eu en 2010. Donc j'avais 20 ans. C'est là d'ailleurs qu'on a fait les pêches après le BTS. Et puis, je suis partie dans une école privée qui s'appelle Vatel, qui est une école toujours pareille dans l'hôtellerie-restauration, dans le management plutôt, la direction d'hôtellerie-restauration. Donc, j'ai fait 3 ans à Bordeaux. Donc, j'ai fait mes premières études à Toulouse, au lycée hôtelier de Toulouse. Et ensuite, comme il n'y a pas de Vatel à Toulouse, je suis partie à Bordeaux faire mes 3 dernières années. Donc, on les a faites. Je suis arrivée avec mon mari qui est venu avec moi à Bordeaux faire lui d'autres études. Et c'était des super années. Donc j'ai fait 3 ans à Vatel jusqu'à mon master et c'est là où j'ai fait différents stages. Un stage de 4 mois à Bora Bora, donc en Polynésie française, un stage de 6 mois à Biarritz. Et précédemment, j'avais fait un stage aussi dans un palace parisien qui s'appelle le Bristol en 2009 quand j'étais en cours du BTS. Donc c'était super, des super années. J'ai adoré cette formation. Aujourd'hui, d'ailleurs, je ne travaille pas dans l'hôtellerie-restauration, mais c'est quand même dans ce domaine-là, l'événementiel en partie. Plus, bon, j'en parlerai après de tout ça parce que sinon je vais mélanger les pinceaux. Donc j'ai fait toutes ces années-là qui m'ont beaucoup appris et que j'ai adoré en fait. J'ai adoré bouger, j'ai adoré apprendre tout ça qui, je trouve, te permet d'avoir une ouverture d'esprit et comment dire? Ouais, une ouverture d'esprit, on va dire ça comme ça, très très large qui te permet en fait de... Bon bref, je vais mélanger, j'arrête.
Non, c'est super ce que tu dis. Enfin, moi, je le ressens dans le sens où tout ce que tu as fait, et ça fait des parallèles avec moi quand je suis partie aussi à l'étranger, c'est que on a achalandé notre boîte à outils. Le fait d'être parti, on s'est complété de plein de choses qu'on n'aurait pas pu apprendre si on était resté sur place, autant dans les challenges que dans nos succès, hein. Quand on part, c'est jamais tout noir, tout blanc. Et c'est ça qui est, je pense, qui est une valeur ajoutée quand on est prête et qu'on peut partir à l'étranger. Et Exactement. Et puis, c'est pas facile aussi de partir seule finalement parce que moi, j'ai jamais vécu seule. Donc, je suis partie de chez mes parents. J'ai vécu en appartement avec Seb, qui était juste mon conjoint à l'époque. Et c'est vrai que quand, notamment, je suis partie en Polynésie, alors quand on le vit, 4 mois quand on est étudiant, c'est énorme. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, on se dit, waouh, 4 mois, ça passe trop vite. Mais 4 mois en tant qu'étudiant, c'est vraiment long. Et en fait, c'est fou de se dire, je pars, j'ai 24 heures de voyage, tout est loin, enfin c'est loin, il y a 12 heures de décalage, et c'est surtout, je dirais, ce voyage slash stage, expérience-là qui m'a beaucoup fait grandir et qui m'a beaucoup, encore plus ouvert l'esprit sur plein de choses. On a une culture qui est tellement différente, même si ça parle français, je veux dire, c'est pas la même monnaie, c'est pas la même culture, c'est pas le même niveau de vie, on vit pas du tout pareil. Enfin, j'ai trouvé ça complètement fou et c'est ça aussi ça a continué à me donner le goût du voyage et de du l'aventure. dépassement aussi. Mm. Ouais, de l'aventure et le fait de tester certaines choses, tu vois, je vais revenir sur quand on s'est rencontrés sur les pêches, ça a été, c'est ce que je dis aujourd'hui, ça a été 2 mois, mais c'était le pire travail de ma vie. J'ai Moi aussi. détesté, absolument détesté. Bah, Ça a été d'ailleurs, je horrible. tiens à préciser que Noémie a eu plus de courage que moi, parce que moi, j'ai arrêté, je ne sais pas combien de temps après qu'on ait commencé, mais je rentrais le soir, j'en chialais, je me revois chez mes grands-parents, en haut de l'escalier devant ma porte de chambre où je chialais, où je me disais, je veux plus y retourner, je peux plus, j'en peux plus. Et je me disais, mais en fait, plus jamais je me plaindrai d'être assise dans une salle de cours à regarder l'heure, enfin, plus jamais je me plaindrai. Et toi, tu as continué, mais pas moi. On a continué un petit peu, je crois qu'on est parti genre une semaine avant la fin, mais vraiment, ça a été un travail qui m'a appris beaucoup parce que bah, la patience, parce que entouré de personnes qui sont totalement différentes, oui, Pour le contexte, c'était un travail à la chaîne. On était à la chaîne et on avait des tapis des pêches qui défilaient devant nous et nous, on avait des cagettes, fait qu'on prenne les pêches selon les calibres et qu'on les mette dans des barquettes et au suivant. Donc c'était ça de, je sais pas, de 8 heures jusqu'à 17 heures, voilà, du travail à la chaîne. des journées complètes à faire que ça, et sachant que bah, toi et moi, on est quand même des filles, comment dire, le manuel c'est ok, mais on a besoin de se stimuler le cerveau, et là, pour le coup, se stimuler mentalement. Puis même le moral et tout, à faire que ça toute la journée, ben, c'était pas pour nous, ni pour toi, Ça ni nous pour a moi, mis c'est en comme ça. Il y énergie en a très qui sont pour basse. ça, pas pour nous. Mm. Et vraiment, je me dis, heureusement que j'ai fait ça parce que c'est vrai que j'ai, comme toi, il y a ce truc en moi où je me suis toujours dit, mais ok, quand je dis que je pourrais faire n'importe quoi si un jour je suis en galère pour gagner de l'argent, eh ben, je sais qu'il y a des choses que je ne pourrais absolument pas faire en fait. Mais Enfin, c'était une belle expérience. quand tu dis que tu ne pourras pas faire, on peut le faire, mais on n'a pas envie de le faire. On a les capacités pour faire ce travail à la chaîne. Mais on a bien vu que en nous, l'effet que ça produisait en nous, mais enfin, on était en dépression. Donc ça montre bien que et peut-être que et d'autres personnes en job, parce que nous c'était un job étudiant à cette époque-là, ça allait très bien parce que voilà les horaires c'était je sais pas hop 8 heures 17 heures et que ça convenait, il y avait pas à réfléchir quoi que ce soit. Mais pour nous, on voyait que c'était pas en phase et que ça ne nourrissait en fait aucune partie. Financièrement, c'était le SMIC, donc c'était pas non plus voilà. Au niveau de la stimulation intellectuelle, c'était pas, il y avait zéro. Heureusement qu'on était voisines en fait, on était copines et voisines de chaîne, parce que sans ça, il y avait aucune partie de nous dans nos valeurs qui était nourrie. Mais c'est une expérience qui nous montre aussi qu'on est capable de faire des choses, voilà. Si on était vraiment dans le besoin, bah il y a les pêches. On n'a pas. Donc c'est un peu, tu vois, je vais exagérer, mais on a peut-être ça au coin de la tête, dire ah non non, plus jamais. Donc je me donne tous les moyens pour jamais retourner aux pêches. C'est exactement ça. Tu vois, j'ai travaillé en boulangerie aussi quand j'étais étudiante pendant mes années de BTS. Ben, c'était difficile de me lever le matin pour y aller, mais je préférais 1000 fois. En fait, le contact humain, tu vois, de servir des gens, je sais pas, il y a quelque chose.
moi, qui me correspond beaucoup mieux là-dedans. Et pourtant, tu es debout et tu sers des pains, des baguettes, des gâteaux, tout ce que tu as. Mais je sais pas, tu sais, il y a une stimulation qui est quand même assez Mm. différente. Voilà, au moins ça nous a appris certaines choses et puis ça a permis aussi de nous construire, tu vois, sur certains points, ça c'est sûr. Après, Et vas-y, vas-y. non, j'allais parler d'après, mais vas-y, je t'en prie, je vais Donc continuer. ensuite, quand tu as eu ton master dans l'hôtellerie, tu es resté ou pas dans ce domaine-là? Tu as exercé ou pas? Alors, dès que j'ai eu mon master, donc c'était en 2013, on s'est marié avec Seb et puis on est parti tout de suite en Nouvelle-Zélande. On est parti pour une petite année en Nouvelle-Zélande, aussi bien pour voyager que pour travailler. Alors, pour le coup, je ne voulais pas travailler dans les fruits, on l'a compris. Donc, faire le picking de kiwi, ça ne m'intéressait pas, je ne voulais pas. Donc c'est ça, on a voyagé quelques semaines, quelques mois et on s'est installé à Auckland où j'ai trouvé du travail en tant que barista et c'était super. Ok. Donc, notre objectif, c'était de parler anglais et l'avantage de travailler avec de la clientèle dans un bar ou dans un restaurant, c'est que ben, en face de toi, la seule langue que tu as en commun avec la personne, c'est l'anglais. Donc ça nous a beaucoup appris sur ce point-là. On a fait des métiers entre guillemets faciles aussi bien pour Seb que pour moi. C'est-à-dire, lui, il travaillait dans un resto. Moi, je travaillais en tant que barista derrière un comptoir où je servais les gens et je faisais les cafés quand il y avait besoin. Donc, c'était une très belle expérience. Et puis, à un moment donné, on s'est dit, c'est bon, on a fait le tour. Donc, on est retourné en France pour travailler puisque c'était vraiment notre objectif d'avoir une parenthèse comme ça à l'étranger et ensuite de retourner en France pour faire nos premières années, on va dire, de travail salariat. C'était comme ça qu'on imaginait un petit peu la chose. Tu vois, Donc, on est retourné. dans ce que tu dis, enfin, parce que pour certaines personnes, en fait, ça peut être vu, et avec leurs croyances, hein, leur mode de vie, comme une régression, entre guillemets, parce que tu as fait X années d'études dans une super école, et qu'après, bah, tu pars à l'étranger, et puis tu es, entre guillemets, que barista, ou que serveuse, ou que machin. Et ça, en fait, ça, je pense que c'est un peu un mindset qui est je sais pas si c'est français ou pas, mais que certaines personnes peuvent avoir et qui bloque parce que là, en fait, il faut savoir quel objectif vous avez envie. Et si on veut progresser dans la vie, bah, des fois, il faut accepter peut-être de pas jouer toutes ces cartes sur table et de se dire, bah oui, ok, j'ai cette prétention de poste, de salaire, etc. Mais là, mon objectif, c'est pas d'utiliser cette compétence-là, c'est je veux apprendre une nouvelle compétence, quitte à ce que je n'utilise pas, quitte à ce que je suis moins bien payée, quitte à ce que je vois moins ma famille, etc., etc. Et ça, je trouve qu'à l'heure actuelle, on a du mal. On a, tu vois, on a tous ces outils, on a notre boîte à outils, et parce on a tous nos outils, donc on s'attend à ce que on puisse tous les utiliser. Donc ça veut dire bah, avoir ce salaire-là, avoir cet emploi du temps-là, avoir cette vie-là, etc. Alors qu'en fait, je pense que la vie, c'est pas, tu n'utilises pas tous tes outils en même temps. Et puis, si tu veux aussi en apprendre des nouveaux pour améliorer ceux que tu as updatés, tu étais peut-être avant à la visseuse manuelle, si tu veux passer à l'électrique, il faut que tu acceptes de peut-être aussi ne plus les utiliser pour apprendre autre chose. Donc, c'est ça aussi, je pense, qui nous fait grandir, qui nous pousse dans des challenges, c'est d'accepter, bah, entre guillemets, de régresser. Parce que tu vois, quand je suis partie en Thaïlande quand j'avais 18 ans, une phrase qui, tu vois, je me souviens toujours, mon père qui m'a dit, quand je leur ai annoncé que je partais avec ma meilleure amie Aude, mais pourquoi tu pars en Thaïlande? Pourquoi tu vas pas aux États-Unis ou au Japon? Tu vois, dans un pays industrialisé, pour lui, c'était, bah, je régresse en fait. Et donc c'est important, je pense, tu vois, quand tu m'as dit ça, ça m'a fait penser à ça, que d'accepter des fois que c'est pas le bon moment de jouer cette carte-là. Ben, en Et fait, ça t'a permis après, bah, tu vois, de complémenter et puis toi, de te trouver aussi d'être une nouvelle femme, de découvrir une part en toi qui n'était pas visible. oui, c'est ça, puis ça nous paraît vraiment évident. Tu vois, on s'est pas posé la question de se dire, on vient là, moi je veux être directement, enfin, tu sais, genre tel salaire, tel poste. Nous, on était là pour vivre une expérience et c'est vrai qu'on ne s'est pas posé la question plus que ça. Et on faisait pas ça non plus pour se dire juste, tu sais, comme il y en a beaucoup qui font aujourd'hui en tout cas, aller dans tel pays pour se faire de l'argent, mettre beaucoup de côté. Mais non, c'était pas le but non plus, tu vois. C'était vraiment
bah, de se dire, Oui. super, on a une nouvelle expérience et c'est trop bien, on apprend, on parle avec des nouvelles personnes. La seule chose qu'on voulait, c'était parler anglais, tu vois. C'était vraiment, et pouvoir payer le loyer, évidemment, et faire des courses, tu vois, mais on va dire quelque chose de base. On cherchait pas un poste, on cherchait pas un salaire. C'était vraiment ça. Et vous avez atteint votre objectif, qui était Oui, se performer dans oui. la langue anglaise. Exactement, c'est nous qui avons décidé de partir, tu vois, on n'est pas arrivé à la fin de notre visa. C'est nous, à un moment donné, qui avons dit, c'est bon, on a fait le tour, on arrête, on a suffisamment acquis plutôt, on a suffisamment acquis tout ce qu'on voulait, donc on s'en va. Mais voilà, et ça c'est important, je dis souvent dans mes posts d'avoir un objectif clair. Parce qu'en fait, si on n'a pas un objectif qui est bien défini, bah voilà, Noémie, elle aurait pu continuer pendant, je sais pas, des mois, des années, tourner en rond. Du coup, peut-être continuer en tant que barista. Puis là, par contre, elle aurait commencé, j'allais dire, à se faner parce que c'était pas là où toutes ses compétences ou son côté entrepreneuse allait pouvoir s'exprimer. Donc, c'est d'avoir voilà une direction et un objectif. C'est pas fait forcément pour être atteint, mais c'est pour nous donner une direction dans laquelle marcher. Parce que si je ne sais pas où je vais, bah je me perds. Et rien n'empêche, quand on a notre direction, de prendre des bifurcations, de s'arrêter en chemin, etc. Mais toujours d'avoir voilà, un objectif. Mm. Ouais, pour ça, on se rejoint pas mal parce qu'on pense la même chose et on se nourrit beaucoup de ce qui nous entoure et de ce qu'on vit. Mm, C'est un vrai lien qu'on a, ça, toutes les deux, ouais. c'est vrai. Et donc après, quand vous êtes rentré, vous avez bossé du coup, dans l'hôtel, dans le management hôtelier ou pas du tout? Pas du tout. Quand on est rentré, alors Seb, lui, il avait fait des études de communication marketing, donc il est parti dans un autre, enfin dans ce domaine-là. Et moi, quand je suis rentrée, j'ai eu l'opportunité de travailler dans l'entreprise familiale, donc l'entreprise de mes parents, dans le bâtiment, donc rien à voir avec l'hôtellerie-restauration. Il y avait des choses en commun. On avait des choses en commun avec ce que j'avais étudié, notamment tu sais, la gestion d'entreprise globale, mettre en place des projets, des suivis de projets, le service à la clientèle. C'est vraiment des choses qu'on apprend beaucoup dans toutes mes études, enfin, tout ce que j'ai étudié. Et ça m'a beaucoup appris, ça m'a beaucoup aidé. Et j'ai fait différentes choses avec mes parents. Ça m'a beaucoup plu. J'ai fait ça pendant 5 ans. Et ensuite, j'ai arrêté tout simplement parce qu'ils ont déménagé la société que je n'ai pas suivie. Mais entre-temps, t'as pas eu Mathilde? Ah si, entre-temps, j'ai eu les trois enfants. D'accord. Et donc, tu as continué à travailler dans l'entreprise de tes parents avec les trois. Oui. Ok. Oui, en fait, c'est ça. J'ai travaillé de juillet 2014 à juillet 2019. Donc Ok. vraiment pendant 5 ans, bah, pile poil. Et entre-temps, j'ai eu Mathilde en septembre 2015 et puis j'ai eu les garçons en février 2017. Donc tout s'est enchaîné aussi. C'est-à-dire que quand on est revenu en France, tous les deux avec Seb, on s'est dit, ah, mais on voudrait bien un petit enfant à nous. Donc c'est vrai qu'on a enchaîné très vite. Je suis tombée enceinte donc j'avais 24 ans, j'ai accouché à 25 ans de Mathilde et j'avais 26 ans quand j'ai accouché des garçons. J'allais sur mes 27. Donc c'est ça, ils ont 17 mois d'écart. Les enfants, on les a fait rapprocher. Et bon, c'était pas prévu d'avoir des jumeaux, hein. On s'entend, quand on a des jumeaux, on ne le prévoit pas. Ça a été hyper intense les premières années, puis après, ce côté familial, tu sais, on a trouvé le rythme et Seb est très présent, on est tous les deux extrêmement présents pour les enfants, donc tu sais, on pouvait s'épauler l'un l'autre quand il y en a un qui en avait marre ou qui était fatigué ou qui savait plus gérer parce que parfois la fatigue prend le dessus sur tout et c'est difficile. Quand j'ai faim et que je suis fatiguée, j'ai beaucoup de mal à gérer mes émotions, donc à un moment Idem. donné, je suis obligée Wang, de Wang, m'isoler. il en peut plus de moi quand j'ai faim et que je suis fatiguée, c'est affreux pour lui. Et je le sais que je suis comme ça, mais Wang, il me dit, on dirait un enfant qui gère pas ses émotions. Mais je suis exactement comme ça, on est pareil là-dessus aussi, tu vois, ce côté, ouais, gestion d'émotions, ouais, c'est exactement ça. Au moins, on sait, moi, je sais dire, là, je suis fatiguée, j'en peux plus, donc j'arrive pas à gérer ça. Laisse-moi toute seule pendant quelques temps, là, 30 minutes, Laisse-moi une me heure, nourrir, laisse-moi ok. manger. Et dis-moi, parce que là, on n'a pas encore vu tout ça, mais je sais, enfin voilà, moi qui te connais, tu as ce côté quand même entrepreneuse. Et je sais pas si tu l'avais encore découvert à cette époque-là. Est-ce que il y avait ça en toi ou pas encore, ou c'est venu plus tard? C'est venu plus tard. J'ai jamais voulu avoir une société particulièrement. Je m'étais jamais dit je serais salariée ou au contraire pas du tout. Juste, D'accord.
Tu sais, je faisais un peu confiance en la vie, au destin, et je m'étais dit, bah, je ferai ce que j'ai envie quand j'en ai envie, puis le jour où j'en ai marre, je ferai autre chose. Il y avait toujours eu quand même au fond ce côté de peut-être un jour récupérer, reprendre plutôt la gestion d'une des sociétés de mes parents, puisqu'ils avaient deux sociétés et on s'était toujours un peu imaginé que ma sœur, elle en aurait une, moi une autre. Puis les choses ne se sont pas du tout passées comme ça. Euh, mais il n'y avait pas ce côté, tiens, j'ai absolument envie d'entreprendre quelque chose qui sorte. Tu n'avais pas d'idée en tête de Non. particulier, en particulier. Pendant toute cette période de salariat, absolument pas. C'est-à-dire Mais que par tout, contre, est-ce que tu avais, parce que voilà, Noémie, on a collaboré ensemble pendant un an ouais, dans je crois que c'est l'entreprise à peu près avec un an. Wang sur la péniche à Toulouse. T'es quelqu'un qui prend les devants, qui a plein d'idées, et qui est autonome et qui va de l'avant. T'attends pas qu'on te dise quoi faire. Et ça, dans l'entreprise de tes parents, à cette époque-là, est-ce que tu étais déjà comme ça ou c'est venu plus tard? Non, j'ai toujours été comme ça. Mm. J'ai toujours Ah, été plus loin parce que je suis très impliquée dans ce que je fais. Quand, tu sais, on va me confier une tâche, bon, déjà, je suis très autonome et ça, c'est vrai. J'aime aussi cette autonomie-là. Je déteste devoir rendre des comptes tout le temps. Alors, bien sûr, tu rends des comptes quand tu fais un projet, c'est normal, mais pas sans arrêt, tu vois. Et j'aime bien quand on me laisse quand même la liberté de la mise en place. Il y a un truc que j'adore faire, c'est vraiment les mises en place, tu vois. Dès qu'il n'y a rien et il faut tout créer. J'adore réfléchir, les imaginer, créer des process. procédures. Ouais, Ouais, j'adore ça. j'adore les process. J'adore processer tout, en fait. Et imaginer plein de trucs là-dessus, c'est quelque chose qui me plaît. Puis après, une fois que c'est en route, j'ai plus de mal à me nourrir de quelque chose qui roule bien, en fait. Tu vois, c'est quelque chose qui va La m'ennuyer. création. Donc, Mm. ouais, j'aime ce côté-là, mise en place et création, comme tu dis, de tout ce qui est procédure pour que ça tourne correctement. C'est un truc qui m'a toujours animée, ça. Mais même avec mes parents, et même je me souviens d'un stage que j'ai fait dans mes études. J'étais donc en l'équivalent de licence, tu vois, première année à Vatel. J'ai fait un stage de 15 jours dans un hôtel qui venait d'ouvrir. Et ils n'avaient pas du tout de procédure, ils n'avaient rien. Mais pendant 15 jours, j'ai fait que ça. Mais on ne me l'a pas demandé, c'est moi qui ai dit, mais en fait, ça ne peut pas se gérer comme ça. Il faut que tout le monde gère de la même manière. On dit bonjour pareil, on répond pareil, on a des templates d'emails, etc. Tu vois. Et ouais, c'est vraiment un truc que j'aime faire, ça, absolument Et depuis ça, toujours. t'avais appris à l'école? Les process et tout ça, c'est des choses que tu apprends à l'école. Après, tu y es plus ou moins sensible, tu vois. Mais moi, dans ma vie, tous les jours, je suis comme ça. J'ai besoin d'avoir un cadre. Et ça, je crois que tu le sais très bien. J'aime les cadres et j'ai toujours aimé les cadres. Je reste dans le cadre. Moi, je ne sors pas du cadre. C'est comme ça. J'apprends avec le temps à sortir du cadre de temps en temps. Mais en fait, ça me met pas confortable et j'aime pas. Tu sais, c'est pas quelque chose ouais, qui me plaît. Mm. Donc, c'est vrai que le fait d'être comme ça, quand il n'y en a pas de cadre, eh ben, j'ai besoin de me le créer moi-même. Sinon, j'arrive pas à organiser mes idées, j'arrive pas à avancer. J'ai l'impression, tu sais, que c'est, ouais, je sais pas, que ce soit redondant. Moi, j'aime quand ça roule et c'est vrai que j'ai ce côté-là très cadré depuis mon enfance. J'ai toujours été comme ça. C'est chouette, tu vois, d'apprendre, enfin, de le savoir, d'être honnête envers soi-même, parce que souvent, tu vois, peut-être que certaines personnes ont, je sais pas, si moi j'étais comme toi, je voudrais être quelqu'un d'autre parce que j'aime pas cette partie-là de moi, mais au final, il y a une partie, c'est toi, c'est ton caractère. C'est juste apprendre en fait à transformer ce qu'on n'aime pas en côté positif parce tout n'est pas à jeter. Au contraire, tu vois, comme tu dis, tu as ce côté-là en toi, ben, le fait de créer un cadre, ça te permet d'être efficace et d'être efficiente aussi au travail. Et on est toutes pareilles parce qu'il y a des choses, voilà, on n'aime pas ou quelqu'un va nous mettre souvent pointer du doigt des traits de chez nous qui, des fois, mériteraient peut-être d'être adoucis, certes, mais comment on peut le transformer pour que ça fonctionne? À partir du moment où tu en as conscience déjà, tu sais, parce que quand on te le dit, ok, c'est un fait, mais quand tu en as conscience toi-même et que bah, c'est correct d'être comme ça, ben, pour moi, ça sert à rien de changer. Par contre, Mm. je pense que c'est important de le savoir et de mettre bah, tu sais, genre le doigt là-dessus. Ben, comme on disait tout à l'heure, quand on a faim, qu'on est fatigué, on le sait. On sait pertinemment qu'il y a quelque chose en nous, c'est même presque inconscient, on ne se rend même pas compte qu'on va changer d'humeur, etc. Mais on le sait. Donc, moi, c'est ce que je dis juste autour de moi. Là, je suis fatiguée ou là, j'ai faim. Donc, je sais, laissez-moi tranquille pour que je puisse m'apaiser, tu vois. Mm, Mais c'est mm. pareil dans le travail, quand il n'y a pas de cadre et que ben, laisse-moi 2, 3 heures ou une journée de travail, je mets tout à plat pour que moi, je puisse m'organiser comme je veux, tu vois.
s'il n'y a pas quelque chose qui est déjà mis en place. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours aidée dans mes études, dans ma vie euh, salariée avec mes parents, et puis ensuite dans ce que je fais depuis. C'est quelque chose qui m'aide au quotidien. Et quand il n'y a pas ça, ben, soit j'arrive pas à travailler parce que, tu sais, j'ai l'impression des fois, genre, ben, je sais pas quoi faire. Ok, je sais plus, tu sais, genre, je suis perdue. Il n'y a plus de cadre, il n'y a plus rien. Je Ouais. réponds à mes mails, mais après, je sais plus déjà. Non, il faut que ce soit carré pour moi. Mais écoute, c'est comme ça. C'est comme ça me plaît. C'est comme ça et c'est surtout bah, que de nos côtés où on pourrait, pour certaines personnes, être négatif, c'est en fait c'est juste une perception. C'est négatif pour quelqu'un, mais ça peut être positif pour quelqu'un d'autre. Donc autant nous avoir cette vision-là, nous, comment je peux l'utiliser? Ouais, bien sûr. C'est toujours la même chose, hein. De toute façon, c'est 90, ouais, 80% de mindset et 20% d'action. Oui, oui, complètement, c'est sûr. Je change, enfin, comment je suis à l'intérieur, forcément après ça se reflète. Et donc après, donc tu as eu les jumeaux, tu t'es arrêté quelque temps, Alors, probablement. quand j'étais en congé mat, je me suis arrêtée mais pour bah, juste le congé maternité, vu que ça faisait mon troisième enfant. Quand tu as un Mm. troisième enfant, tu as un congé maternité qui est plus long. Déjà, congé gémellaire plus troisième enfant, enfin tout ça fait que je me suis arrêtée de décembre à septembre. Donc pas tant non plus Non. finalement avec le recul, mais c'était largement suffisant pour moi. Et puis c'est ça, j'ai repris le travail bah, jusqu'au bout, jusqu'au déménagement de la société où j'ai arrêté de travailler. Et ça a été donc ça c'était été 2019 et ça a été un grand chamboulement pour moi de me retrouver là en mode OK, qu'est-ce que je vais faire? J'avais pas imaginé cette situation-là. Tu sais, bah, perte de confiance et puis vraiment se dire mais en fait j'ai travaillé 5 ans, mais 5 ans c'est rien. Pour moi c'était vraiment j'ai fait 5 ans d'études après le bac, j'ai travaillé 5 ans, mais en fait, je vais pas pouvoir me vendre avec ça. C'est nul, tu vois. Et j'avais ça en tête et j'arrivais pas à me défaire de ce truc-là. Ça, pendant quelques semaines, Croyance. hein. Mm. Exactement. Et de me dire, mais enfin, tu sais, mes études en hôtellerie-restauration, j'ai travaillé dans plutôt le secteur bâtiment. Enfin, tu sais, pour moi, il n'y avait rien de cohérent et toujours pareil, tu sais, c'était pas cadré, j'arrivais pas à faire le lien entre les deux. Donc, bref. Ce qui a fait que je ne suis jamais retournée finalement dans le salariat depuis 2019. Donc, ça va faire 5 ans. Et j'ai fait plein de choses. En 5 ans, T'as recommencé avec quoi déjà? Parce que là, voilà, si on retourne à cette époque-là, donc faut imaginer que bon, t'étais peut-être pas au top de ta forme intérieure, peut-être physique, etc. Comment t'as réussi? T'es allé vers quoi et comment t'as réussi à passer à l'action au final? Parce que le plus dur, c'est ça, c'est ce premier pas. oui, de dire qu'est-ce qu'on va faire. Alors, la chance que j'ai eue, je le vois comme ça, c'est que c'était l'été et que ça m'a permis d'avoir 2 mois tranquilles, piscine, soleil, les enfants, puisque les garçons avaient 2 ans et demi et Mathilde, elle allait sur ses 4 ans. Donc, j'ai beaucoup profité pendant l'été et puis de voir la famille, etc. Ça, c'était vraiment cool. Donc Et une tu t'es fois qu'ils sont... nourri, tu veux dire que tu as eu, voilà, t'as eu 2 mois où tu t'es fait plaisir, où tu as pris soin de toi, où tu as fait des choses qui étaient importantes pour toi. J'ai fait une vraie pause. Une vraie pause qui m'a permis vraiment de dire, OK, là, c'est le sas de décompression, ce qui va permettre de passer à autre chose, d'enclencher des nouvelles choses en septembre. Moi, j'aime bien le septembre et le janvier, tu sais, genre le renouveau, qu'est-ce qu'on va mettre en place. C'est des mois qui m'ont toujours plu. Donc là, j'attendais le septembre, tu vois, je pouvais pas faire ça en août, c'était en septembre. Donc pendant ces 2 mois, tu te mettais pas la pression à savoir qu'est-ce que je vais faire, à réfléchir. Tu vivais vraiment l'instant présent, les grandes vacances d'été comme on était au collège ou au lycée. 2 mois, on pense à rien, juste profiter. Oui, exactement. J'ai de la chance aussi, je tiens à le souligner parce que je sais que c'est pas partout pareil, d'avoir ben, mon mari qui me dit fais ce que tu veux, tu vois. Non pas qu'il avait un salaire mirobolant à cette époque-là, il y avait ça et il y avait le fait que j'ai le chômage pendant 2 ans, dont la première année, comme j'étais licenciée économique et que j'ai avec CSP, on appelait ça, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, pendant un an, tu as un quasi maintien de salaire, à quelques dizaines d'euros près. Donc ce qui fait que je m'étais dit j'ai un an quand même avec un salaire quasi identique à ce que j'avais quand j'étais salariée. J'avais accès à plusieurs programmes de formation par Pôle emploi, puisque tu es suivi par une personne, enfin, on va dire, qu'on appelle ça? Un, un service dédié aux personnes qui sont licenciées économiques avec le CSP.
Donc, il y avait ce côté, moi je vois toujours le côté positif, mais ça tu le sais, de me dire j'ai de la chance, je vais pouvoir suivre ce côté-là, me laisser aller, puis on va réfléchir à ce que je vais pouvoir mettre en place et tout ça. Donc, le fait d'avoir tout ça, ça m'a permis vraiment de relâcher la pression. C'est sûr que s'il n'y avait aucun revenu de mon côté, avec les enfants, on était propriétaire d'une maison, bah, tu sais, tu peux commencer à Bien sûr. être stressé. Mm. C'était pas le cas, je me suis vraiment laissée vivre. Et puis ensuite, à partir de septembre, je me suis inscrite à différentes formations, tu vois, genre revoir son CV, ce genre de choses. Avec Pôle emploi, c'était d'ailleurs très intéressant. J'ai rencontré que des personnes qui étaient licenciées économiques, en fait. Donc ça, c'était assez cool aussi. On était tous dans le même bateau. Et pourquoi tu es suivi particulièrement? Parce que tu n'as pas choisi d'être licencié économique. Et Pôle emploi, en tout cas à cette époque-là, avait à cœur de vite faire retrouver du travail à ces personnes-là. Donc on était vraiment très très bien suivis. Donc à partir de septembre, j'ai fait ça. J'ai fait plusieurs formations, j'ai tout mis à jour, je postulais à différents emplois que je voyais un petit peu à droite à gauche. Mais il n'y avait rien qui allait. Tu vois, c'est-à-dire que quand j'avais des entretiens, moi, ça ne me plaisait pas. Euh, voilà. Et puis les postes qui me plaisaient, je n'étais pas forcément recontactée. Et puis finalement, très rapidement, en août, et donc à partir d'octobre, on a beaucoup échangé avec Anne-Laure, qui est ma meilleure amie, et on s'est dit, bah, tiens, pourquoi on ne ferait pas quelque chose ensemble? Et c'est parti de là où on s'est dit, alors on a beaucoup réfléchi, on va faire ci, on va faire ça. Et puis finalement, on s'est arrêté sur quelque chose qui nous relie depuis toujours, la maroquinerie. Et on a décidé de créer une marque de maroquinerie végane fabriquée en France. Donc c'était tout ça. Les critères, c'était vraiment fabrication française et la matière végane qui valorise des déchets. Donc là, pour le coup, les déchets végétaux, des déchets de pommes. Et puis, on a commencé à mettre en place ça. Le mois d'après, on a été voir des ateliers. Tout s'est fait hyper rapidement au départ. Donc là, on était fin Comment tu t'es 2019 organisée jusqu'à mars 2020. comment tu as pu t'organiser? Parce que voilà, ça demandait déjà du temps en étant à la maison, mais du temps aussi dans les déplacements. Comment tu t'es organisée avec trois enfants qui étaient pas très grands? Alors, comment je m'organisais? Je travaillais la journée. Les enfants, ils étaient soit à la crèche, soit à l'école. Donc, franchement, j'avais du temps je sais plus, genre 8 heures à presque 18 heures. Hein. C'était une longue journée. Les enfants, en tout cas, gardés par d'autres personnes. Et puis, Seb, il a toujours fait des horaires de bureau. Franchement, D'accord. ça c'est. Donc, c'est-à-dire qu'il partait, à cette époque-là, il devait partir à 7h30, 8 heures le matin et rentrer à 18 heures, 18h30, ce qui était normal, entre guillemets, quand on était en France à ce moment-là de notre vie. Donc, ça se passait bien. Moi, je travaillais beaucoup en journée. Donc, honnêtement, il n'y avait rien qui prenait sur notre vie de famille. T'as pas eu besoin de trop bouger, Au par début, non. France, etc., pour aller voir les fournisseurs ou autres. Au début, non, j'ai pas spécialement bougé plus que ça. Les ateliers qu'on a rencontrés, ils étaient proches de Toulouse, à genre 3 quarts d'heure de Toulouse. Ce qui fait que ben, avec la voiture, ça se fait rapidement. Tu fais tes rendez-vous, tu rentres le soir. Voilà, après, on a fait quelques salons pro à Paris, mais tu vois, c'était partir 3, 4 jours. Puis on a de la famille à Toulouse qui pouvait, notamment ma belle-mère qui était là et disponible et qui pouvait aller chercher les enfants s'il y avait besoin ou aider Seb s'il y a un enfant malade la journée. On avait cette chance-là de pouvoir avoir ma belle-mère sur qui compter pendant cette période-là, parce que c'est vrai que les enfants, quand ils sont petits, ils sont quand même pas mal malades les premières années quand ils sont À l'école ou en à garderie. l'école ou en garderie. Donc on avait cette chance-là quand même. Mais tu vois, c'est chouette que, bah, mindset, hein, je reviens toujours à l'état d'esprit. T'aurais pu, là, tu as choisi d'entreprendre quelque chose de A à Z, de créer avec Anne-Laure, qui a un enfant aussi qui était pas très grand à cette époque-là non plus, de créer, d'entreprendre quelque chose. Parce que ça peut faire peur, tu vois, tu as trois enfants, de se dire, on est deux nanas, on y connaît, enfin, tu me corriges, mais à part d'être passionné de maroquinerie, on n'y connaît pas grand-chose. Oui, complètement. On n'y connaissait rien. Voilà. Et Mais vous Anne-Laure, avez osé. Anne-Laure, elle est entrepreneur aussi depuis des années. Et donc, c'est vrai qu'on ne s'est pas posé plus la question que ça. On s'est dit, allez, ben, là, on a du temps, toutes les deux. On y va, puis on verra. Ça marche. Enfin, déjà, on arrive au bout, on arrive à le sortir, ça fonctionne, tant mieux. Puis, si à un moment donné, vraiment, ça ne fonctionne pas, ben, on arrêtera. Et puis, on n'aura pas le regret de se dire, ah, si j'avais su, Mm. ah, j'aurais dû faire. J'aurais dû Ça, c'est essayer. vraiment un truc que moi, je m'interdis de me dire ça dans ma vie, le j'aurais dû.
Mm. Ben non, en fait, t'aurais dû, ben tu le fais, tu te poses pas Mm. la question. Alors bien sûr, on parle pas de quelque chose qui coûte des millions d'euros, tu vois, c'est quand même mesuré. Alors oui, tu vois, il y a quand même eu un emprunt pro, il y a des obligations qu'on a aujourd'hui, mais c'est pas, ça nous paraît pas insurmontable, tu vois. Et donc l'aspect financier, donc là, quand vous avez créé la société, tu peux rappeler le nom? Tu peux le dire parce que je ne sais pas si tu l'as dit. Je sais pas si je l'ai dit, Non, je j'oublie crois pas. toujours. Donc, c'est une marque de maroquinerie qui s'appelle Alénor. Et Alénor, c'est le mélange de nos prénoms, Anne-Laure et Noémie. Et on a trouvé ce nom-là. Et donc, Pour le coup, quand vous avez sorti voilà, à Lénore, alors je sais pas, peut-être que tu as eu un petit pécule quand tu as été licencié économiquement, mais bon, tu as, une famille aussi à nourrir. Anne-Laure, idem, est-ce que vous avez dû injecter beaucoup d'argent dans votre société? Et puis, comment vous l'avez vécu aussi probablement qu'il y avait eu de l'argent quand même à investir. Parce que des fois, on se dit, bah. En plus, vous, c'est de la matière. C'est pas une prestation de service où ça coûte que du temps, on va dire, mais pas moins que des biens, quoi. Comment ça s'est oui, passé? c'est sûr que au début, tu dois sortir un peu d'argent parce que tu dois prototyper, tu dois acheter la matière, etc. Nous, on a mis quelque chose comme 5, un peu moins de 10 000 € chacune. Donc, ce qui n'est pas non plus énorme. En tout cas, ça nous a. En fait, ça nous a pas paru énorme sur le moment, tout simplement parce qu'on pouvait le faire. Donc, on ne s'est pas posé plus de questions. On s'est dit, OK, ben, on a ça, on met ça toutes les deux. Et Donc, puis, grosso modo, 20 000 €, vous avez injecté 20 000, grosso modo 20 000 € à peu pour démarrer près. votre société. Oui, et puis on a fait un emprunt après aussi, un emprunt bancaire qui nous a permis vraiment d'acheter, tu sais, ben, vraiment le stock, de faire la première production. Mais Donc, après, où vous avez utilisé ces 20 000 € en apport pour faire votre emprunt bancaire? on a utilisé, non, on a 10 000 € de capital. Donc, on a mis une partie en capital et puis le reste, c'était je crois que c'est un compte courant d'associé, je sais plus comment on compte ça. Mais en fait, c'est tout l'argent qu'on a mis quand on a acheté les premières matières, qu'on a fait les prototypes. Parce que quand tu fais tout ça au début, en tout cas, nous, on n'avait pas créé la société. La société, on l'a créée vraiment juste avant de sortir les D'accord. pièces. Tout ce qui est en amont, on a tout acheté de nous-mêmes au fur et à mesure. On se divisait un petit peu les frais. Et puis tout ça, ça a été mis en compte courant d'associé sur la société. Et ensuite, on a injecté 10 000 de capital. Ça y est, c'est clair pour moi. Donc en fait, c'était un pari. C'était bon, hein, allez, on y va. Bon, bah, le pire, c'est qu'on aura perdu 10 000 balles, 10 000 balles chacune. Parce que tu vois, nous, Ben, ce qu'on a fait avec Wang pour notre premier studio à Perpignan, c'est qu'on a, donc on a eu un ami qui nous a prêté de l'argent. Ça nous a fait un apport pour pouvoir emprunter à la banque, pour pouvoir faire les travaux, etc. Alors que vous, non, vous avez pris votre apport pour lancer, pour voir si ça fonctionnait, etc. Et une fois que vous avez eu le prototype et que vous vous êtes dit, bon, il faut le faire, vous êtes allé à la banque avec, je suppose, des prototypes et les convaincre de vous suivre, c'est ça? Oui, exactement. Il n'y a pas eu d'apport pour l'emprunt professionnel. C'était juste bah, présenter un business plan, tu sais. Et ensuite, à partir de ça, ils ont dit, OK, on veut bien vous suivre. Et puis c'est parti comme ça. Et ça m'emmène à dire, et c'est quelque chose que j'avais envie d'écrire, je pense, dans un post prochain, qu'en fait, peu importe ce que l'on fait, ça marche si on y croit et si ça vient du cœur. Et vous étiez, je pense, à 300% convaincu. Et j'avais envie de dire, si on n'a pas besoin d'aller voir la banque pour avoir un emprunt, moi, dans tous les business, j'ai jamais fait d'études de marché, de business plan, etc. Parce que j'étais tellement convaincue cellulairement que ça allait marcher, parce que en fait, il n'y avait pas d'autre option. Euh, S'il y a un obstacle, tellement que j'ai envie que ça fonctionne, je sais qu'en moi, j'ai les ressources, ou j'irai chercher quelqu'un pour m'aider pour avoir les ressources. Mais tout ce temps-là, toi, d'études de marché, enfin, de faire les choses très cadrées, peut-être qu'on apprend à l'école, etc. Enfin, pour nous, avec Wang, on n'a jamais fait ça parce que on s'est toujours lancé dans des projets qui nous tenaient à cœur. Et du moment où il y a le cœur, il y a cette énergie du cœur, en fait, ça fonctionne. Exactement. Alors, on gagne pas des millions, hein, mais tu sais que le truc, tu peux le faire démarrer et que ça va aller. Et puis après, voilà, on régule, on ajuste. Mais parce qu'on fait ça, parce que c'est quelque chose qui, comme tu dis, ça vient du cœur. On fait pas ça pour gagner de l'argent. Et il y a une grande différence entre je sors quelque chose parce que je veux me payer 10 000 € par mois, ou peu importe le montant, versus je le fais parce que vraiment j'y crois
c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est une entreprise avec des valeurs, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a une grande différence entre les deux et nous, on l'a toujours fait sur, c'est quelque chose qu'on aime, c'est quelque chose qui nous passionne toutes les deux et on veut partager cette chose-là. Et puis, il y a du potentiel aussi parce que Mm. même si on ne fait pas d'études de marché à proprement parler, on sait que c'est quelque chose qui est en vogue, que c'est quelque chose qui est demandé. Et puis après, tu as ta notoriété qui va augmenter au fur et à mesure. Et moi, je trouve que quand tu prends le risque comme ça, tu as aussi ce truc de dire, ben, si ça marche pas, ça marche pas. Tu sais, si tu le fais en te disant, dès le départ, c'est sûr ça va marcher, dans un an, je me paye tant. Enfin, je trouve que dès qu'on commence à mettre trop d'argent derrière trop d'attentes financières, La pécuniaires pression. même, Mm, mm. ben, ouais, tu peux te perdre. Alors, pas toujours, hein, il y a des boîtes qui fonctionnent hyper bien et les personnes l'ont Oui. pensé comme ça dès le départ, tu vois. Mais c'est pas du tout notre vision avec Anne-Laure. Alors, des fois, on se dit, ah, on aurait peut-être dû faire ça, mais c'est pas grave, on s'ajuste et puis, de toute façon, tu le sais autant que moi, c'est un ajustement permanent. Mm. Parce que tu as fait ça comme ça, puis finalement, ben non, ça fonctionne plus, cet axe-là, donc on va peut-être se réaxer là-dessus. Puis tu t'ajustes et ça marche tant que ça marche. Et puis, si un jour ça marche plus, ben, tu es OK en disant, ben, OK, ça marche plus. Et puis, ou des fois, comme ça t'est déjà arrivé, ben, t'as plus la foi, t'as plus l'énergie, t'as plus envie aussi des fois de dire, ben, je sais pas, ça me correspond plus. Et il faut être suffisamment intelligent aussi pour se dire, et puis détaché aussi de se dire, ben, c'est pas un échec, c'est juste que ça correspond plus à ce que j'ai envie de faire. Quand tu mets plus l'énergie dessus, ben, les gens Mm. le ressentent, forcément. Donc, ouais, pour ça, on est d'accord. En tout cas, c'est l'énergie qu'on met dans un projet, c'est tellement important. On est... Et tu vois, je trouve qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup toutes les filles qui sont à leur compte dans le bien-être ou autre, hein, parce que Noémie, pour la petite histoire, elle fait pas du tout de yoga. Enfin voilà, c'est pas une élève, hein, c'est juste une amie. Et donc toutes les personnes qui sont à leur compte, en plus avec cette pression de toi des réseaux sociaux, ça suit plein de comptes, ça essaie de faire plein de choses, enfin pas copier-coller parce qu'on s'inspire toutes des unes et des autres, mais en fait, ce trop, bah, c'est asphyxiant. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens, qu'il y a trop de choses, trop de modèles. Attends, ça, je vais la suivre parce qu'elle fait ça, 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 je devrais essayer ci, ici et ça. Et on se perd, en fait. Et il n'y a plus notre âme, notre authenticité qui rayonne. Et tu vois, je crois que j'ai eu cette prise de conscience il y a à peu près un an. Je me suis dit, j'arrête de suivre les conseils dans stratégie, j'arrête de faire. En fait, je fais juste moi ce que j'aime et je crois en ce que je fais. Donc, peut-être que ça mettra du temps, mais, j'ai tous les outils en moi pour le faire. Alors, des fois, voilà, je suis une ou deux personnes, mais c'est tout. Et si ces deux personnes-là, par exemple, tu vois, la stratégie digitale, choses comme ça, bah, je m'ennuie dans leur contenu, je me retrouve plus, je me désabonne et je vais en choisir une autre. Mais je garde pas parce que sinon, tu vois, je peux me comparer, surtout qu'on fait ça, on se compare. On se compare, forcément, je vais être abonnée à des personnes qui ont une plus grande notoriété que moi, qui génèrent plus de revenus que moi, etc. Parce que tu as envie d'être porté, de monter en grade. Mais du coup, si tu en as trop autour de toi, tu fais plus les choses comme toi, tu les aurais faites et tu les fais à leur façon. Et c'est là où ça capote souvent parce que, bah, en fait, la personne en face, ton client ou ta cliente, ben, elle se reconnaît plus en toi. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, je ressens exactement la même chose. Et il y a aussi, je trouve, par rapport aux réseaux sociaux, ce côté, hein, tu te dis, waouh, tout ce qu'elle fait, c'est incroyable. Comme tu dis, elle doit générer tellement plus. Enfin, et puis en fait, souvent, c'est que des idées. C'est-à-dire que la personne qui est en face, qui a peut-être deux, trois fois, ou je sais pas combien de fois plus de personnes qui la suivent, elle va pas forcément gagner plus d'argent, en fait, finalement, qu'une personne qui est, entre guillemets, plus petite sur les réseaux sociaux. Parce que il y a ce côté, oui, elle en met plein la vue, enfin elle, il, peu importe, en met plein la vue, moi je veux faire pareil, je suis sûre que c'est trop cool. Ouais, mais en fait, par expérience parce que je connais aussi du monde un peu dans ce Par secteur-là, de l'influence. l'influence des compagnies, tu te rends compte que c'est pas le nombre d'abonnés, le nombre de partages qui fait que c'est vraiment le côté authentique, récurrent, et tu vois quand la personne, elle incarne vraiment ce qu'elle dit ou ce qu'elle fait, tu vois. Et c'est vrai on peut se mettre facilement la pression aujourd'hui parce que il y a tellement de gens qui font des trucs extraordinaires.
Et en fait, il faut juste faire les choses comme on a envie, comme on le pense. Alors oui, peut-être que si tu te fais suivre par une agence, ils vont te dire, ah mais non, il faut parler comme ça, il faut dire ça. Oui, peut-être. Mais en fait, ça ne me correspond pas. Et si ça ne me correspond pas, et que ben, ça C'est se voit en déconnecté à fait, ton cœur. Mm. ça ne marchera pas ou ça marchera un temps, mais en fait, si, je sais pas. Nous, on met beaucoup de cœur dans notre société. Anne-Laure est très présente au niveau visuel sur la société, enfin, en tout cas sur le partage des sacs, etc. Et elle incarne vraiment, tu vois, les produits. Si demain, on a une autre personne, alors je pense qu'il y aura une phase de transition où tu dis, waouh, mais en fait, c'est bizarre. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Euh, voilà, il y Quand a tu une achètes un sac, en fait, tu as l'impression qu'il y a Anne-Laure avec toi, quoi. c'est un peu ça, en fait. Souvent, Mary t'achètes, Poppins, quand tu ouvres, elle sort du sac. elle est là, c'est ça, elle est toujours là. Non, Tu vois ce que t'achètes le tu dis? produit. Vas-y, J'allais vas-y. dire juste que j'allais rajouter, t'achètes le produit parce qu'il y a une histoire derrière. Et ça, je l'entends beaucoup et je suis complètement d'accord avec ça. T'achètes l'histoire et le produit, t'achètes pas le produit et puis après peut-être l'histoire. Hormis des choses essentielles à la vie, on est d'accord, mais là on parle d'accessoires qui c'est non obligatoire. Tu vois, t'es pas obligé d'avoir un sac à main, t'es pas obligé d'avoir un portefeuille, tu peux vivre sans. Euh, mais ouais, c'est un peu comme ça, nous, qu'on voit les choses et c'est comme ça qu'on fait depuis des années. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne comme ça pour l'instant. Peut-être qu'un jour, ça fonctionnera plus comme ça, mais en tout cas, pour Oui, l'instant, mais vous êtes toujours dans cet élan d'engagement, de motivation. Vous n'avez pas fait de burn-out, vous n'êtes pas démotivé par votre entreprise parce que voilà, vous restez authentique, vous êtes toujours passionné et vous croyez toujours à ce que vous faites. Si demain, voilà, il y a une baisse de motivation, etc., forcément, ça va se ressentir. Mais tu vois, ce que tu nous disais là, par rapport au nombre d'abonnés, j'ai une amie qui est dans l'influence aussi, dans le bien-être sur Instagram. Et elle me disait, mais je sais plus, elle me dit, mais tu sais, genre, je parlais de toi avec mon chéri, enfin son mari, et puis son mari lui dit, ah, ta prof de yoga qui a que 2500 abonnés, mais qui vend des formations en Inde, enfin à l'autre bout du monde et en France. Et en fait, je m'étais pas vue comme ça. Parce que bon, moi, je suis pas beaucoup suivie sur les réseaux. Et elle, elle a explosé, elle a un peu comme Anne-Laure, je pense 130, 150, je sais plus. Et moi, tu vois, je me vois très petite, je me vois insignifiante. Alors que, tu vois, je suis petite, insignifiante dans cette masse, mais par contre, t'aurais pas idée que bah, j'arrive à réunir des gens qui me font confiance pour leur transformation, pour leur bien-être, à partir en Inde avec moi ou ailleurs. Alors que elle, tu vois, elle a 150 000 abonnés, elle vend pas, elle propose pas ça. mais parce que c'est plus fort que ça. Il y a le côté, on le sait, le bouche à oreille, c'est quand même hyper important. On vivait avant sans les réseaux sociaux. Faut pas l'oublier. Demain, tout peut s'arrêter aussi. Oui. Je veux Notre dire, compte peut quand être t'entends, supprimé, etc. Mm. exactement. Puis là, moi, je suis donc très proche des États-Unis et TikTok, ben, peut-être que ça sera plus aux États-Unis. Tu sais, j'entends beaucoup parler de ça, genre, ah, TikTok, peut-être ça va arrêter. Ben ouais, mais ceux qui vivent de ça, ou en tout cas, alors, je sais plus si c'est monétisé aux États-Unis, mais il y a beaucoup de gros comptes aux États-Unis. Ben ouais, mais en fait, il n'y a pas que ça. C'est pour ça que c'est important, et on te le dit, hein, de récupérer des adresses mail, de faire des newsletters et d'avoir différents canaux de communication avec tes clients ou tes prospects. Parce que les réseaux sociaux, ça fait pas si longtemps que ça existe. Alors oui, ça fait partie de nos vies comme les médias, magazines, télé et compagnie. Mais il faut pas oublier qu'il n'y a pas que ça, tu vois. Et toi, il y a un côté aussi où tu as eu tes studios de yoga, on te connaît en personne, on te voit, on peut te parler. Tu sais, t'es pas juste une image des réseaux sociaux. Tu vois, quelqu'un qui va venir te parler dans la rue, enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas te sentir comme peut-être certaines personnes, je sais pas moi, genre agressée ou quoi que ce soit. Tu vas répondre et c'est tout. Tu sais, il y a quand même quelque chose de oui, il y a une... Ouais, et puis pour toi, il y a vraiment le côté bouche à oreille et expérience pour moi qui est important. Tu vois, quelqu'un qui fait du yoga depuis 2 ans versus quelqu'un qui en fait depuis 10 ans, 15 ans, il y a quand même quelque chose de différent. Puis, tu sais, des formations, tu en as fait beaucoup, mais après, c'est parce que je te connais. Et puis, je sais pas, je pense qu'il y a quelque chose aussi comme ça de... Les gens te font confiance et il y a du bouche à oreille. C'est forcément ce qui fonctionne bah, le plus hein, pour moi. Mais tu vois, je reviens sur ce que tu disais, qu'il faut pas croire ce que l'on voit. Parce que on s'imagine des choses. Quelqu'un qui a 150 000 abonnés, tu pourrais croire qu'il génère énormément de revenus, que ça marche pour la personne, qu'elle est très heureuse dans sa vie, etc. Alors, pour en connaître certaines personnes qui sont dans l'influence,
Bah franchement, moi, je prendrais pas leur vie, hein. Parce qu'il y a l'image qu'elle renvoie sur les réseaux et puis la vraie personne aussi hors réseau. Et, et puis elles, tout leur revenu dépend de ça. Et moi, il était hors de question que voilà, j'ai fait un burn-out dans le yoga. On a fermé. Bon, il y a eu ça, cette étape-là. On a perdu Moving Yoga à Perpignan après le Covid. Là, on a pris la décision de fermer Toulouse pour être plus en accord avec notre vie de maintenant. C'est pas pour me remettre, tu vois, une pression, parce qu'en fait, c'est juste déplacé sinon. Mais exactement, il y a ça aussi, les personnes qui vivent ou en tout cas qui sont très présentes sur les réseaux sociaux, il y a une énorme pression derrière de oh, il faut que je poste absolument tous les jours. En tout cas, en story, si c'est pas en post, en publication. Tu sais, il y a quand même ce truc-là de se dire il faut toujours être là, qu'on ait envie, qu'on n'ait pas envie, qu'on soit malade, qu'on soit. Peu C'est très importe dur, en je trouve. fait. C'est très très dur, sachant que la plupart de ce que tu postes, ça a une durée de vie de 24 heures. Alors oui, il y en a qui sont mis en avant, bon, peu importe, mais tu sais, genre toutes les 24 heures, il faut que tu reposes quelque chose. Enfin, moi, je trouve ça tellement anxiogène, en fait, Oui. de te dire, mais tout dépend que de mon image, t'as pas le droit de faillir, t'as pas le droit de prendre de pause trop longtemps parce qu'après, tu peux avoir peur qu'on t'oublie. Alors, bien sûr, les personnes qui vivent de ça, elles sont pas forcément toujours comme on est en train de le dire, mais tu as quand même ce petit truc, tu sais, derrière ta tête qui te dit, oh, ben là, il faudrait que tu filmes, là, il faudrait que tu partages ça. Tu sais, tu profites de la vie à travers les écrans finalement et à travers le partage permanent que tu as. C'est pas le cas de tout le monde, hein, tu vois, j'ai pas Non, non, envie non plus non. de faire une généralité, mais Non, toi, mais quand tu marches dans la rue et tu te dis waouh, c'est trop beau cet oiseau, machin, mais tu sais, tu te dis pas, tiens, je vais dégainer mon téléphone pour partager. Non, tu partages le moment présent. Et... Donc, moi, je suis comme toi, je trouve ça important quand même de réussir à ne pas fonder des revenus sur sa propre personne. Je pense que c'est hyper important. et tu vois, là, on est parti 4 mois à l'étranger. J'ai pas beaucoup de photos. Parce que déjà, j'en faisais pas tellement avant, mais là, maintenant que j'ai Kathleen, alors dans le porte-bébé, poussette, etc., je n'avais pas ce réflexe et j'étais à 10 000 de penser, tu vois, à immortaliser ces photos-là, enfin, ces moments-là. Donc, pour la formation que j'ai donnée en Inde, j'ai pris quelqu'un, donc Laetitia de Regard Croisé, qui nous a accompagnés pour elle, que ça soit son taf. Parce que moi, voilà, je voulais vivre l'expérience et puis d'un point de vue professionnel, tu vois, ça, je peux pas être au four et au moulin. Mais ce sont des choix. Oui, après, on fait appel à des professionnels aussi pour seconder, tu vois, tu peux pas tout faire, tu peux pas être partout. Puis comme tu dis, aussi, là, c'était particulier, quand tu es en vacances, tu es en vacances, mais quand tu es en préparation d'une formation et que tu dispenses une formation, à un moment donné, tu dois être concentré dans ce que tu fais. Tu peux pas dire, attends, mince, j'ai oublié de prendre en photo, j'ai oublié de prendre une vidéo, ou sinon tu poses ton téléphone ou peu importe un appareil toute la journée à un endroit qui filme toute la journée. Puis tu sais, tu te poses la question plus tard. L'avantage de prendre quelqu'un, c'est tu fais appel à un professionnel. Tu n'as plus besoin de penser à quoi que ce soit, retoucher les photos, faire des montages vidéo, etc. Tu sais, je te rejoins. Quand on peut se le permettre, ça évite quand même d'avoir trop de choses dans sa tête et au moins tu étais focus sur tes formations. Puis c'est quelque chose que je crois t'aimes faire depuis toutes ces années. Quelque chose qui te réussit plutôt bien. Donc, tu sais, faut. Ouais. Peut-être pour conclure, parce que ça va faire 1 heure qu'on papote et on aura encore plein de choses à se dire. Tu vois, quand tu as dit si tu as les moyens. Et en fait, je pense que on a les moyens, alors soit en temps, soit en énergie ou soit en argent, mais il y a toujours une solution pour obtenir ou soit la pomme en entière, soit un quartier, soit 2 quartiers. Et je n'avais pas les moyens d'avoir quelqu'un à plein temps au départ. Et ben, j'ai commencé moi avec du troc à faire des échanges, soit du troc en 2 parties ou en tripartite, ou quelqu'un, moi je donne quelque chose à quelqu'un, l'autre il redonne Enfin, il y a toujours un moyen. Quand j'ai fait mon école de coaching avec David Laroche, alors au départ c'était 40 000 € l'école, après il est passé à 15 000, mais même 15 000 € je ne les avais pas. Et je me suis dit, mais comment je vais faire? Et j'ai changé mon état d'esprit, je me suis dit, je voulais faire cette école, je vais trouver une solution, et j'ai trouvé la solution. J'ai emprunté des sous à quelqu'un, et puis petit à petit, quand j'ai fait des formations, bah, j'ai remboursé. Mais tu vois, il faut pas se dire non, mais enfin, les excuses. J'ai pas le temps, j'ai pas l'argent. Parce qu'en fait, quand tu crois en ce que tu fais, il y a aucune excuse. Il y a plus de bullshit. Tu y vas et tu te démènes pour trouver une solution. Alors, t'as peut-être pas le truc parfait comme tu le voulais, mais au moins, il faut se mettre en action.
Mais parce qu'il y a une histoire de confiance en soi aussi, tu vois. C'est-à-dire que tu te dis, ben, moi j'ai envie de le faire, je sais que ça va m'apporter, j'ai confiance, je peux demander à ce qu'on prête et je sais que je vais pouvoir rembourser. Tu vois, c'est ça aussi. Il y a beaucoup de personnes qui vivent dans le futur et le problème de vivre dans le futur et dans le futur négatif, entre guillemets, de se dire, bah, comment je vais faire, c'est pas Et si ça se possible. Mais en passe fait, tu mal. peux rien, tu vois. C'est-à-dire que là, on n'a pas eu le temps d'en parler. Je vais faire une petite parenthèse rapide. L'expatriation ici au Canada, c'était quelque chose de voulu. Attends, on refera l'épisode numéro 2. Ah, Tant ok, mieux. si tu veux. Ben, j'en Mais tant parle mieux. pas alors. On, Ben, on- si, je vais juste parler pas forcément de l'expatriation, mais des sous, je voulais dire. Mais dites-nous en commentaire si vous avez envie d'apprendre un peu plus La sur Noémie. suite. Parce qu'il y a plein d'autres choses. Il y a son expatriation, puis il y a plein elle a eu aussi une période où, je sais pas comment, tu étais dénicheuse de belles pièces de Maroc, enfin, pièces de marque, parce que c'était pas que la Oui, maroquinerie. ouais. Bah, il y a plein de choses. Il y a eu ça, il y a les podcasts. Tu vois, j'ai pas parlé que Pierre aussi, j'ai un enfant qui est diabétique et Voilà. qui me Bah, demande aussi pas mal au de prochain. choses. Là, on était pas dans le début, l'entrepreneuriat, et puis après, on parlera de tout ça. Ça peut être chouette aussi. Eh ben oui, écoute, avec plaisir. Mais donc, on va finir sur ça, c'est que quand on veut, on peut toujours, et elle est tellement vraie, cette expression-là, là, de quand on veut, on peut. Il suffit juste de trouver, comme tu dis, la bonne direction et de se faire confiance. Pour moi, il y a une histoire de confiance qui est, si t'as pas confiance en toi, tu pourras jamais oser parce que, oh, ah mais non, si j'ose pas. Moi, ma mère m'a toujours dit, ose. Je me rappelle, ma soeur, elle n'osait jamais demander pour aller chez les copines ou parce que, ah, mes parents, ils vont dire non. Et ma mère, elle nous a toujours dit, mais ose en fait. Au pire, on te dit quoi? On te dit non. Mais pour tout, pour la négociation, ose demander, puis au mieux, on te dit oui, et tu dis waouh, mais en fait, ça marche. Eh ben oui, ça marche. Est-ce que tu serais d'accord avec moi si je te dis que pour avoir confiance en soi, pour avoir confiance dans ce que tu fais, c'est aussi une question d'amour de soi? Oui. Mm. L'estime de soi, il faut estimer sa personne, ses compétences. Parce que Et puis, moi, je je, pense enfin, que je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'entrepreneuriat, dans le business, ou, enfin, ou salariés il y a vraiment un manque d'estime d'elle, d'amour de soi, et que forcément, tout part de soi. Donc, ça rayonne sur tes relations, avec tes enfants, dans ce que tu entreprends, en fait, tout part de soi. Et du moment où on apprend à mieux s'aimer, alors je dis pas que je suis atteinte à 200% et que j'ai plus de travail à faire, mais vu mon parcours, quand je vois tout mon parcours ces 15 dernières années, oui, je m'aime. Je m'aime parce que je veux aussi montrer à Kathleen que je peux pas dire à Kathleen, tu es importante, il faut que tu t'aimes si déjà moi je m'aime pas. Et ça, tu vois, c'était une très belle leçon quand ma grand-mère est partie parce que donc ma grand-mère c'était comme ma mère en fait, parce qu'elle m'a élevée quand j'étais petite. Pour moi, j'ai deux mamans. Euh, Elle me disait souvent que voilà, j'étais enfin, une des personnes les plus importantes pour elle, etc. Mais par contre, elle s'aimait pas. Et elle me le disait. Elle me disait, si tu n'étais pas là, des fois, elle avait, tu vois, un peu des pensées noires, elle serait plus là. Et moi, petite, c'était lourd à porter. Et je pense que dans mon cerveau, il y a quelque chose qui est pas cohérent. Comment tu peux dire, je t'aime, si toi déjà, tu me donnes, si toi déjà, tu n'y arrives pas, tu me montres un exemple, tu me dis quelque chose, mais tu me montres un autre exemple. Tu ouais. vois? Oui, oui, complètement, je suis d'accord avec toi. L'éducation aussi, comme tu le disais, par exemple, ce que tu dis à ta fille, c'est quand même hyper important. Quand tu as des enfants, comme tu dis, je trouve qu'il y a quelque chose qui switch un peu, de se dire, mais tu es le modèle de ton enfant. Ton enfant, il va forcément, j'aime pas dire ça, mais c'est un peu ça, t'aduler, tu vois, genre, t'es son tout. Et Au donc, départ, waouh, oui. mais c'est trop bien ce que fait maman, c'est trop bien ce que fait papa en tout cas les personnes qui entourent l'enfant et qui le font grandir. Et l'enfant, il prend pour exemple ces personnes-là. Donc c'est sûr que si déjà tu t'aimes, t'as pas de problème de quoi que ce soit. Alors, on en a toujours à travailler, mais en tout cas, on essaie de pas trop le montrer aux enfants. Ben, l'enfant, il va se sentir bien. Et je trouve qu'à travers nos enfants, on voit d'autant plus l'image qu'on montre. Parce que tu vois ce que tu dis, moi, par exemple, j'ai pas l'impression de dire je m'aime beaucoup. J'aime ma personne, etc. Ce que j'aime pas, je le change de toute façon, puisque j'ai besoin de m'aimer, comme tu dis, quand même, pour avancer, etc. Mais j'ai pas l'impression d'être la personne qui montre certaines choses. Je le vois à travers ben, toi, ton regard, le regard de mes amis, le regard de mon mari et le regard de mes enfants. Vraiment, quand j'entends mes enfants des fois me dire certaines choses,
C'est, tu sais, genre, ah, mais maman, moi, je t'aime encore plus que tu peux m'aimer. Ils commencent comme ça déjà. Je me dis, ah, mais c'est marrant parce que du coup, il sait déjà à quel point je l'aime pour dire ça, tu comprends? Ouais. Tu Ouais. sais, c'est des petits détails, mais quand tu analyses ce qu'on te dit, tu dis, waouh, ok, j'ai réussi ça, en tout cas, à passer le message que moi, je voulais leur faire passer. Puis sur la confiance, et puis sur. Tu sais, pour moi, c'est des choses hyper importantes. Et puis on est d'accord, toi et moi, sur ça, mais l'amour, la confiance, l'estime, ça fait partie des points clés du bien-être, hein. Et Alors, puis l'amour, l'empathie, bon, enfin, il y en a donc plein. l'amour, il faut s'aimer pour s'estimer. Après, la confiance en soi, je veux juste pondérer ça. On peut pas avoir confiance en nous dans tous les domaines. Moi, en maths, en finance, en BTP et dans plein d'autres domaines, je n'ai pas du tout confiance en moi. Et c'est normal. Donc, quand on dit, oui, je suis une personne, ah, elle a confiance en elle, en fait, il manque une partie de la phrase. Elle a confiance en elle dans ce qu'elle fait, dans ce domaine-là, dans l'éducation de ses enfants, dans son couple, dans comment elle s'habille, dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle montre. Mais il y a plein de choses où elle n'a pas confiance en elle. Et on est toutes pareilles. Donc, quand j'entends des phrases, elle a confiance en elle ou elle a pas, j'ai pas confiance en moi, attention, t'as pas confiance en toi parce qu'en fait, tu restes focus sur les domaines où t'as pas appris, où t'es pas bonne, où t'as pas envie, enfin tout ça. Et si tu focusais sur, bah, en fait, ce que tu as appris, ce que tu aimes et dans quoi tu es bonne, forcément, tu aurais plus confiance en toi. Bien sûr, c'est ça, on a confiance, enfin, la confiance en soi, elle est importante sur l'expertise de chacun aussi, tu vois, c'est ça. Tu sais que c'est dur de dire, ah ben moi je suis expert dans tel domaine. Tu sais, c'est quelque chose de compliqué à dire parce qu'on est toujours pas toujours, mais À minimiser. oui, on peut facilement rabaisser ses compétences, ses connaissances et tout, mais ça fait du bien. Des fois, poser le truc et se dire, bah oui, c'est vrai. En fait, j'ai été bonne là-dedans. Et puis c'est vrai, finalement. Quand on le dit, bah oui, c'est vrai. Merci, je te remercie de me l'avoir souligné. Mais ça fait plaisir, ça fait du bien. Et puis, en fait, on se rend compte que bah, c'est la réalité. Et puis, comme tu dis, sur d'autres domaines, quand on a envie d'en apprendre plus, aujourd'hui, on a quand même les moyens euh, gratuitement. Il faut juste donner du temps et de l'énergie sur apprendre tout ce qu'on veut. Tout est en ligne, bibliothèque et compagnie. Enfin, voilà, on a quand même accès à beaucoup de choses aujourd'hui. Alors, pour vraiment conclure, est-ce que tu crois, toi qui est au Canada, enfin au Québec, que c'est typiquement français de minimiser, de pas trop montrer dans notre domaine d'expertise? Tu vois, de dire, de pas trop parler, de pas trop dire. Est-ce que c'est plus, voilà, est-ce que c'est plus français, parce que culturel, je sais pas, tu vois. Ça fait deux Je ans, me, comment tu le sens? je me rends pas compte, je saurais pas quoi dire exactement, je saurais pas quoi te répondre. Dans le sens où il y a beaucoup moins de tabous au Québec, même on va dire en Amérique du Nord, tu vois, moins de tabous sur combien tu gagnes, qu'est-ce que tu fais comme job, t'as payé combien ta voiture, enfin tu sais, genre tout quoi, en fait, lié à l'argent et à la C'est pas réussite. indiscret de poser ces questions-là. Non, pas du tout. Contrairement en France où ça Mm. reste souvent tabou, en fait, la Discret. réussite va rester un petit peu tabou. Après, dans les connaissances, je te dirais que ça dépend des personnes, vraiment. Mais ici, il y a une facilité d'embauche et de licenciement, si je peux dire ça comme ça, qui fait que, de toute façon, tu n'as pas intérêt à mentir ou à dire enfin, à dire quelque chose que tu n'es pas, puisque tu sais que tu vas pas rester sinon. Tu vois, donc il y a quand même quelque chose de, je vais te dire vraiment qui je suis, ce que je sais faire. On ose plus être et dire qui on est. Oui, On carrément. Et c'est ce ose. qu'ils apprennent à l'école. Attention, on le voit là avec les enfants, ils apprennent vraiment ça à l'école. Tu vois, ah mais ouais, C'est-à-dire, mais t'es super bon là-dedans, mais c'est extraordinaire ce que tu fais. Tu vois, il y a c'est vraiment ce génial. côté de, c'est vraiment le côté, c'est merveilleux, c'est extraordinaire, mais c'est superbe ce que tu fais. Je suis très fière de toi. Par exemple, Mathilde, ma fille, elle a du mal à gérer ses émotions. Elle a une personne qui la suit à l'école. Je ne sais pas exactement le nom du métier, mais qui la suit et c'est ce qu'elle dit en fait. Elle nous a appelé il n'y a pas très longtemps pour faire un suivi. Je suis hyper étonnée, c'est extraordinaire ce que Mathilde arrive à faire. Elle a, tu sais, et puis il y a vraiment des mots comme ça forts pour dire c'est super ce que tu fais. Encourageant. Et à souligner ça, c'est très bien. Sa prof, elle dit pareil, Mathilde, c'est super de faire ça. Tu as rangé ton coin alors que je ne l'ai pas demandé, elle va le souligner.
Par contre, quand il y a quelque chose de moins bien, par exemple, Mathilde, elle va avoir tendance à pleurer facilement. Et ben, comme elle nous dit, la prof, elle dit, ben, je dis rien. Et dès qu'elle fait quelque chose de bien, qu'elle arrive à se calmer, elle va dire, c'est Et ouais. super, c'est fabuleux ce que tu as fait d'arriver. Tu sais. Puis on utilise vraiment des mots forts comme ça qui vont souligner ben, ce côté-là de aie confiance en toi, tu sais que tu vas y arriver, tu as mis en place des choses qui t'ont permis d'arrêter de pleurer, c'est super ce que tu as Et fait. forcément, la chose qui était compliquée, bah, elle diminue, elle prend moins de place en elle parce que l'autre est plus porté. Mais tu vois, c'est dans l'éducation, tout part dès le départ et puis on n'a pas, enfin moi j'ai pas été élevée comme ça, peut-être pas non plus, mais du coup on a tendance à reproduire. Et c'est vraiment avoir cette prise de conscience en disant, on arrête de souligner ce qui va pas. Par contre, tu vois, même moi dans mon couple, avec Wang, je me dis arrête de dire ça va pas, focus sur ce que ça va. Et de oser, en fait, c'est une question des fois de pudeur, de dire ah tiens, j'ai bien aimé hier soir quand tu m'as proposé de me laisser la dernière part de tarte. Ça paraît tout con. Donc, comme ça paraît tout con, on le dit pas. Par contre, il l'aurait mangé ou quoi que ce soit, je dis ah, tu penses qu'à toi, etc. etc. Mais c'est vrai, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est ce que, ben, c'est exactement ce qu'on le voit depuis qu'on est ici, on a changé sur ça. Des fois, je vais dire, ah là, tu vois, ça c'est égoïste. Il reste une part, je le dis aux enfants surtout, t'as pas proposé, c'est égoïste, tu vois, parce que peut-être que quelqu'un en aurait voulu. Je dis, mets-toi à sa place. Et ça, oui, ici, ils travaillent beaucoup à l'école l'empathie. Et je trouve ça mais, tellement important. Et Mathilde, c'est quelque chose qu'elle a beaucoup appris. Donc maintenant, d'elle-même, elle va proposer, tu vois. Elle a même pas 9 ans, donc je trouve quand même que elle a appris beaucoup de choses qui sont essentielles, en tout cas pour moi, dans la vie avec autrui. Et c'est quelque chose qu'elle va faire beaucoup plus facilement. Proposer aux autres, prêter, tu sais, vraiment le partage en fait global dans la vie, quoi. Et ben tu Et vois, c'est vrai, on voit la différence, en tout cas au niveau scolarité. Ici, ils voilà. sont dans le système public, hein, comme ils étaient en France. Et l'apprentissage est vraiment différent. Aussi bien au niveau scolaire, il y a moins de pression. Moins... Tu sais, genre ici, par exemple, ils n'ont jamais appris de poésie. Et je le vois avec mes amis en France où les enfants apprennent des poésies à partir du CP. Mais nous, ici, personne n'a jamais appris de poésie. Il n'y a pas de par cœur, en fait. Ici, c'est on travaille avec les outils qu'on a. Et finalement, on me dit oui, mais plus tard, tu as des choses que tu dois connaître par cœur. Oui, ben, les tables de multiplication, ils les apprennent par cœur. Donc, ils font travailler la mémoire. Cependant, apprendre quelque chose de par cœur, alors que tu sais que Elle plus tard dans la oublié. vie, tu auras accès à Internet pour ça, et à ChatGPT GPT et compagnie, Mm. je veux dire, il faut savoir vivre aussi avec son temps. Et tu vois, il y a des choses que j'aime en fait là-dessus. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on apprend quelque chose qui est plus cohérent avec la vie de demain, tu vois. Ouais. Et puis pour eux, pour se nourrir eux-mêmes, en fait, Oui, pour avoir les outils pour se gérer soi-même. En fait, voilà, exactement. pour vraiment conclure sur cet épisode-là, tout ce qu'on fait avec les enfants, tu vois, là, de valoriser ce qui est bien et pas montrer du doigt ce qui va pas, ça, je pense, sincèrement, ben, en fait, il faut se l'appliquer à nous en tant qu'adultes. Parce qu'enfant, on n'a pas choisi notre éducation, on n'a pas choisi nos parents, donc on peut pas revenir sur l'éducation qu'on a eue, et on a toutes des blessures, des traumas. Mais par contre, maintenant, on est consciente, et c'est notre responsabilité si on veut aller mieux, si on veut réussir dans la vie, se créer une belle vie, bah, de mettre en place les choses. Et ça commence avec nous. Là, ce que les enfants Noémie, ce qu'ils ont à l'école, bah, c'est à nous, en fait, de se l'appliquer entre nous, au sein de la famille, avec nos amis, avec notre système. Sinon, on réussira jamais. Exactement. Je, je suis d'accord. Super. En tout cas, j'ai passé un super moment. J'espère que vous aussi, ça fait plus d'une heure. Même au montage, je pense que ça aura plus d'une heure. Voilà. Il y a eu plein de choses intéressantes et on n'a pas tout dit. J'aurais pensé qu'on aurait défilé ta vie, tu vois, en une heure, mais en fait, c'était très prétentieux de ma part. Et c'est ça le partage aussi, c'est que tu rebondis sur certaines choses et puis écoute, on fera un deuxième épisode ou pas pour la suite. Ah si, moi j'y Je tiens. sais pas ce qu'on Tant pis si enregistre. personne l'écoute, moi je m'en fous, moi je l'écouterai. En tout cas, Merci merci Noémie. Coralie. Est-ce que tu peux, de toute façon, je mettrai les liens, mais est-ce que tu peux nous rappeler où te trouver? Vous me trouvez, moi personnellement, Alors déjà partout. pour les sacs à Lénore et puis pour ceux qui ont écouté ton podcast d'expatriation, on n'en a pas trop parlé, mais là si tu peux juste nous dire où te trouver, Ben, comment... moi, je me donne mon compte, c'est Vie de Noé, comme la vie de Noémie. Il y a tous les liens dessus, donc les Nord, les podcasts. Puis si on veut venir me parler, c'est avec grand plaisir. Je réponds absolument à tout le monde, je prends beaucoup de temps. Les nouveaux arrivants au Canada, je les rencontre, je les invite à la maison. Je prends beaucoup de temps pour les gens, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc
voilà, on n'hésite pas si on a des questions. Je suis là. Sur tous les comptes, c'est moi qui les gère. Voilà. Merci Noémie. Merci à toi. Merci, à très bientôt. Et voilà pour cet épisode de podcast. J'espère qu'il vous aura plu et j'attends de vos nouvelles pour savoir si vous voulez la suite de la vie de Noémie. Donc, il y a eu pas mal d'entrepreneuriat, de vie de maman et puis de la vie de tous les jours, hein, développement personnel, etc. En tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment avec elle. J'espère que vous aussi avec nous. Je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode de Glow Your Life.